Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Pierre-Xavier de Marliave, directeur des programmes intra sur mesure de Centrale Supélec Executive Education. Merci d'être connectés ce matin. Vous êtes très nombreux. Vous êtes plusieurs centaines connectés pour ce webinaire sur la durabilité, en particulier la durabilité vue d'un point de vue vraiment économique. Donc l'entité de formation continue de Centrale Supélec a décidé de faire de la durabilité, l'ingénierie durable, une thématique à part entière, au même niveau que celle que nous adressons déjà à Centrale Supélec Executive Education. Donc là, vous apercevez sur ce slide nos différentes thématiques. La durabilité, nous accélérons et va devenir donc une thématique à proprement parler. Voilà, donc que ce soit sur des parcours de formation individuels certifiants ou sur des parcours de formation sur mesure, nous sommes capables de vous accompagner sur cette thématique de la durabilité avec notre partenaire Ecolearn. La durabilité est un sujet vraiment qui devient d'actualité, vecteur de création de valeur. Et je passe la parole à Arnaud Herman, directeur du développement durable du groupe Accor, qui va introduire ce matin ce débat et vous présenter les personnes qui vont animer ce webinaire. Bonne Très bien. écoute. Merci Pierre-Xavier et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui, je l'espère, sera passionnant et dont on peut dire en tous les cas qu'il s'inscrit dans une actualité extrêmement riche. Je crois que Patrick se chargera de vous le rappeler. Autour de cette question que Pierre-Xavier vous rappeliez, donc la place de la durabilité dans le fonctionnement de l'économie en général et surtout celui des entreprises en particulier. Donc cette actualité, elle est on ne peut plus riche et on peut même penser qu'on est probablement à un tournant. Et si j'osais le mot, je dirais même qu'on est probablement à un tournant civilisationnel. C'est vrai qu'on emploie parfois à tort et à travers des expressions un peu dans l'extrême, mais force est de constater qu'on est à une période d'accélération de l'histoire et il ne se passe pas une semaine depuis cette crise Covid et ces quelques derniers mois sans une actualité forte, structurante autour de ces questions de durabilité, que ce soit au niveau politique avec la Commission européenne qui est en train de définir un nouveau cadre de modèle économique en Europe à travers son New Deal, tous les plans de relance auxquels on assiste et sur lesquels un débat fort porte sur les conditions et les contreparties environnementales et les conditionnalités, débat qui est intervenu pas plus tard que la semaine dernière au Parlement français. Cette convention citoyenne qui propose ni plus ni moins des disruptions assez fortes sur le modèle de société qu'on peut envisager en France, la vague verte qu'on a vue aux élections municipales le week-end dernier, etc., etc. Bref, on a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose. Et c'est probablement lié à la crise sanitaire que nous avons traversée, qui a été indéniablement un catalyseur du débat et de la place de la durabilité dans nos sociétés. Je pense probablement parce qu'on a eu peur. Et cette crise sanitaire a réveillé probablement des craintes assez fortes. Premièrement, on a pris conscience que nos modèles et nos modèles économiques en particulier étaient peu résilients et qu'en l'espace de 2 mois, voire quelques semaines, on pouvait se retrouver complètement à genoux. Et je suis bien placé pour en parler chez Accor. Dans le tourisme, on est revenu plus de 20 ans en arrière en termes d'activité. On sait que le démarrage sera extrêmement long, probablement plusieurs années, et ce n'est même pas certain qu'on retrouve le niveau d'activité qu'on connaissait il y a encore quelques mois. Et dans l'intervalle, des pans entiers de l'économie vont s'effondrer, dans le tourisme, mais probablement dans d'autres secteurs, l'aérien, la mobilité, etc. Et tout cela à cause d'un virus qui était certes extrêmement dynamique, mais pas forcément extrêmement létal. Et quand on garde en tête cet effondrement économique à l'aune des futures crises sociales, à savoir cette crise larvée autour de la répartition des richesses qui est en train de sortir avec force, et plus encore la crise environnementale, à commencer par la crise climatique, on peut effectivement être relativement effrayé et se dire qu'il est temps de se poser la question de la durabilité dans nos modes de fonctionnement. Alors cette question, nous allons l'aborder. Ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui, c'est que
la messe n'est pas dite. On ne sait pas forcément sur quelle face la pièce retombera, tant les forces contraires qui s'opposent aujourd'hui sont importantes, entre les tenants d'une relance comme avant, je dirais, et puis les défenseurs d'un après plus durable qui sont de plus en plus nombreux, indéniablement. Et l'autre enseignement, en revanche, qui est aussi tout aussi fort et que je peux porter même en tant que professionnel de RSE, c'est que la réponse habituelle des entreprises, qui était la RSE, la durabilité, est très clairement dépassée. Cette RSE n'a jamais réussi à infléchir suffisamment la trajectoire à la hauteur des enjeux sociaux, environnementaux auxquels les entreprises sont confrontées. Elle est restée trop périphérique, trop timide. Et donc, c'est une autre chose, une autre solution qu'il s'agit d'inventer. C'est précisément le thème de ce débat et on commencera par entendre Patrick Dumière, qui est un grand observateur et un acteur historique de la durabilité et du développement durable en France et en Europe. Patrick s'est tourné plus récemment vers le monde de la formation à travers des interventions pour Centrale Supélec, mais aussi professeur à Sciences Po. Et Patrick est le fondateur d'Ecolearn, qui est une EduTech dans le domaine de la durabilité pour former les managers, les dirigeants d'entreprise. Et Patrick, vous allez nous présenter tout le contexte dans lequel on intervient aujourd'hui, avec cette question de la limite de la RSE et en creux du modèle d'entreprise durable qu'il s'agit de mettre en place aujourd'hui pour se préparer aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous aurons ensuite la chance d'écouter Anne-Catherine Husson-Traoré. Anne-Catherine, vous êtes directrice générale de Novetic. Novetic est un média de référence incontournable en France sur les enjeux de durabilité. Et vous êtes aussi une fine observatrice et actrice du monde de la finance durable à travers les nombreuses interventions, formations que vous faites auprès aussi bien des investisseurs que des entreprises et des banques en particulier. Et évidemment, vous nous apporterez un regard et votre regard éclairé sur ce qui se passe dans ce monde de la finance, la place de cette ESG, ce développement durable pour le monde de l'investissement et les perspectives que vous décelez à l'aune du contexte qu'on voit aujourd'hui. Et puis, je me permettrai de finir la présentation en abordant la question du comment. Comment fait-on pour impulser une inflexion de trajectoire dans une entreprise en m'appuyant évidemment sur le cadre de l'accord. Et on aura ensuite la possibilité d'avoir une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez utiliser pour ce faire la chatbox que vous avez probablement en bas à droite de votre écran et qu'on devrait avoir le temps de balayer un certain nombre de questions. Voilà, je vous propose sans plus attendre de commencer et on vous propose un sondage pour cette première partie, une courte question que vous devriez voir sous les yeux à partir de maintenant. Donc cette question, dans cette période où la crise sanitaire se termine et la crise économique se profile, d'après vous, l'engagement durable des entreprises, est-ce un luxe dans le sens où clairement, les impératifs économiques pourraient prendre le dessus et on ne peut pas se détourner de ces impératifs, ou est-ce une nécessité compte tenu de l'importance des enjeux sociaux, environnementaux auxquels nous sommes confrontés? Voilà, je vous laisse encore un peu de temps pour répondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un tel sondage a été réalisé il n'y a pas très longtemps, je crois, dans les Échos, et Patrick a prévu d'en parler, donc on verra si vos résultats sont dans la même lecture que le sondage qui a été fait très récemment auprès d'une population plus large. Voilà, on a à peu près 75% de réponses. Je vous laisse encore 5 secondes et je vous propose de passer ensuite la parole à Patrick. Voilà, je crois que les résultats sont assez nets. Donc Patrick, la parole est à vous. Pardon, j'ai fait une fausse manip. La parole est à vous, Patrick. Merci de nous dire ce qu'il en est. Merci Arnaud. Merci Arnaud d'avoir campé le paysage. Dans le sondage qui a été fait hier, publié par OpinionWay, publié par Les Échos, 80% des Français interrogés, selon la méthode des quotas, se déclaraient en faveur d'une économie durable. Qu'est-ce qu'une économie durable? Cela dit, la tendance très large nous donne déjà une direction pour agir. Vous avez campé, Arnaud, le paysage. Je pense que tout au long de ce webinaire, on va partager des signaux qui nous motivent pour s'adapter. Mon propos en une dizaine de minutes est simplement d'essayer de montrer que l'entreprise est partie de la solution, mais à condition qu'elle y adapte pas simplement son management, mais sa gouvernance, ses modes d'intervention, voire sa mission.
Et c'est bien tout le sujet qui est en discussion aujourd'hui, en Europe particulièrement et partout dans le monde. Quelques faits d'actualité qui montrent que cette interpellation de l'entreprise qui doit être dans le champ des solutions problématiques que vous avez rappelées, elles sont là dans l'actualité, mais l'exercice, on le fait à Centrale et ailleurs tous les matins. C'est Facebook qui fait face à une pression de 400 annonceurs qui aujourd'hui disent « j'arrête si vous ne mettez pas des freins aux propos, aux appels à la haine ». C'est L'Oréal qui a annoncé la semaine dernière qu'elle allait aligner l'ensemble de ses produits à une échéance brève au regard des limites de la planète. C'est Kering qui a dit en 2035, moi je veux être neutre en termes d'impact sur la biodiversité. C'est Chalandard ce matin, patron de Saint-Gobain, qui dit je suis forcément dans une logique durable et nous devons accélérer. Et je dirais d'un autre côté aussi, c'est HSBC qui suit le gouvernement chinois pour dire bon, la démocratie, c'est pas notre affaire. Et donc, la communauté économique anglo-saxonne, pour partie et internationale, qui se fâche sur cette remarque. Voilà, nous sommes interpellés aujourd'hui. Et on n'est pas interpellé sur des questions techniques, on est interpellé sur notre contexte fondamental, collectif. La planète est sous une pression. Le sujet, c'est pas de savoir si on fait bien de la RSE, on la fait pas bien. Le sujet est de savoir si nous arrivons à concilier aujourd'hui le fonctionnement de cette économie qui est partie dans des mécanismes assez prédateurs, même si elle a contribué à élever le niveau de prospérité assez large au nord, eh bien, c'est de savoir si vraiment nous nous en occupons sérieusement. Alors, aujourd'hui, pour voir un peu les choses de manière plus large, nous sommes quand même dans un contexte qui est avec aussi des atouts. Nous avons des banques centrales qui portent aujourd'hui les monnaies. Nous avons des États qui prennent la main. Nous avons une numérisation qui est un outil assez exceptionnel. Nous avons aujourd'hui des opinions et des tendances sociales qui tendent vers la solidarité. Comme le dit Jacques Attali dans son dernier livre, aujourd'hui, il y a une nouvelle économie de la vie qui est en train de surgir et qui crée un secteur d'activité extrêmement important. Alors, partant de là, je voudrais poser la question. Comment les entreprises vont changer le modèle as usual qui était très confortable jusqu'à maintenant avec des niveaux de rendement du capital qui ont été ce qu'ils ont été, mais qui ont été quand même au détriment du financement des biens communs. Le point commun de cette situation, il est clair, les entreprises, qu'est-ce qu'elles soient, celles qui en ont profité, pas profité de la crise, celles qui sont à terre ou celles qui ont des perspectives encore, elles sont interrogées sur leur utilité collective. Il faudra qu'elles répondent à cette question, et c'est déjà ce qui avait été anticipé un petit peu dans la loi Pacte. Pourquoi? Parce que nous devons nous asseoir sur des diagnostics qui ne sont pas des pétitions ou des biens de croyance, qui sont des éléments objectifs et scientifiques. C'est ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres aujourd'hui socio-économiques et ayant trait aux ressources à notre disposition sur cette planète sont aujourd'hui en croissance exponentielle et nous ne savons pas maîtriser cette exponentielle sans prendre des décisions de transformation aujourd'hui qui sont devenues très importantes. Donc, on a sous les yeux aujourd'hui un tableau de bord qui est plus qu'à l'orange, il est au rouge sur certains points, et donc nous devons en tirer des conséquences dans le mode de création et de répartition de la valeur. Alors, la question étant celle du contrôle de cette mondialisation telle qu'elle est partie, on voit bien qu'elle nous amène à prendre les sujets de manière très sérieuse, les uns après les autres. On a la question, je l'ai évoqué, de la répartition de la valeur qui est un peu aujourd'hui un tabou. Il y a la question du leadership. Et des entreprises qui sont en situation d'oligopole et qui structurent des secteurs aujourd'hui à leurs mains. On a la question de la chaîne de valeur aujourd'hui qui échappe à pas mal de contrôles. On a la question de la conflictualité géopolitique qui n'arrange rien dans la gestion des échanges et il y a un facteur qui est celui de la finance dont parlera Anne-Catherine Husson-Traoré tout à l'heure qui est aujourd'hui peut-être le levier le plus actif.
est-ce que ce modèle durable peut répondre à la problématique qui est posée? Il y a plein de modèles d'entreprise, il n'y en a pas qu'un. Il y a des modèles patrimoniaux, il y a des modèles de capitalisme d'État, il y a des modèles coopératifs, il y a des modèles de start-up à rendement élevé. La question est plutôt de savoir si, à l'intérieur du modèle durable, on peut bâtir un modèle d'entreprise qui va répondre à l'équilibre des intérêts de l'ensemble des parties prenantes, les clients, les actionnaires, les citoyens et les collaborateurs. Donc, c'est la recherche de cet équilibre qui est aujourd'hui autour de cette interrogation sur le capitalisme partie prenante. Alors, la RSE est-elle la réponse? La RSE, elle a travaillé pendant 20 ans sur, en fait, des formes de réponse, mais dans un modèle qui reste à ce jeu. Elle a été, en fait, une stratégie de réponse aux mises en cause par les ONG, mais comme le disait Arnaud tout à l'heure, on n'a pas réglé par l'autorégulation, on n'a pas réglé le problème des dysfonctionnements des marchés et tout ce qui va autour de la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure, des inégalités, des atteintes à l'environnement ou même des questions de répartition et de gestion de la valeur et de gouvernance. Si on considère donc que la RSE a apporté des éléments, mais qu'elle a atteint sa limite, même si elle est appliquée aujourd'hui, on va dire, par à peu près 1/5 des entreprises qui font le commerce international, en fait, il faut considérer que c'est parce qu'elle est restée dans des actes de management parfois assez fonctionnels et qu'elle n'est pas assez remontée au niveau de la gouvernance que le problème se pose. Or, la question de la gouvernance vient d'être posée fortement et elle repose d'abord sur une analyse économique. On n'a pas le temps de la développer ici, elle est au cœur de nos enseignements, mais elle est assise sur la prise de conscience, la mesure et la correction des fameuses externalités négatives. C'est-à-dire, est-ce que je mets dans mes coûts, est-ce que je mets dans mes mécanismes la prise en compte de mes impacts négatifs ou est-ce que je les laisse aux contribuables ou aux générations futures? Voilà, c'est le sujet qui est au cœur de toute la régulation aujourd'hui. Jean Tirole rappelle parfaitement dans son livre sur l'économie du bien commun. Alors, est-ce que la définition qui est assez récente en fait du développement durable et puis sa traduction à l'entreprise, est-ce qu'elle est un élément de la solution? Oui, partiellement et très largement parce qu'elle intègre et elle crée des interdépendances entre les paramètres sociaux, environnementaux, économiques, voire même au-delà. Et cette gestion interdépendante, elle change le système de décision. Et donc, c'est un peu ce qu'apporte les ODD aux politiques publiques, mais qui s'applique également aux entreprises. Les ODD étant les fameux 17 objectifs du développement durable qui constituent un peu ce que certains appellent le business plan de la planète. Alors, ces ODD qui datent de 2015 sont le fruit d'un processus de travail qu'il faut avoir à l'esprit et qui est un jeu international qui s'est constitué aujourd'hui dans des négociations et dans des confrontations très fortes. Bon. On peut l'appliquer aux entreprises, on doit l'appliquer aux entreprises qui doivent essayer de confronter ce qu'elles font aux effets qu'elles apportent, positifs et négatifs, au regard de la planète. C'est ce qu'on va appeler le concept de durabilité. Est-ce que ma croissance, plus elle avance, va apporter une croissance durable ou une croissance non durable? Et donc, c'est bien un ratio qu'on va pouvoir installer à travers les reporting pour savoir si mon entreprise est contributrice, positive ou non, à l'organisation générale, à l'utilité collective. Et ce qui va élargir complètement le savoir-faire et la science du management, qui a été construite jusque dans les années 80 sur la recherche de l'efficience dans le rapport au marché, c'est-à-dire dans le rapport au consommateur. On ne s'intéressait pas au consommateur et maintenant, on est dans une relation qui n'est plus simplement l'efficience versus les marchés, mais qui est le rapport à la société et qui est le rapport à la biosphère. Et c'est parce qu'on a cette vision d'ensemble au niveau de la gouvernance que rappelle très bien du reste la loi Pacte aujourd'hui, qui en fait un must de la définition de l'entreprise, mais que le Code AFEP-MEDEF et que l'Institut des administrateurs réclament, elle est un nouveau champ de la décision économique. Alors, si on avance dans cette logique-là, merci, on va pouvoir faire en sorte que
on se pose les questions fondamentales. La question, c'est est-ce que aujourd'hui, maintenant qu'on a une vision d'un modèle durable, qu'on sait à peu près ce qu'il faut mettre dedans, est-ce qu'il est capable de concilier croissance et limites planétaires et dans ces modalités d'exécution? Et deuxièmement, est-ce que les entreprises, par leur engagement, pas simplement par les bonnes volontés, mais par la vitesse d'exécution, par l'intensité d'exécution, vont être des facteurs de restabilisation d'un monde qui part à volo sur l'ensemble des paramètres géopolitiques aujourd'hui? D'où l'interpellation qui est celle de changement en cours de la mondialisation, à laquelle l'Europe s'attelle à travers le Green Deal, où les Américains qui sont même en train de contester l'ESG aujourd'hui, ou les Chinois qui font leur propre système, ne facilitent pas. Et donc, nous sommes au devant aujourd'hui d'un défi en tant qu'entreprise, et notamment entreprise européenne, c'est probablement de venir au secours d'un système qui n'a pas trouvé son mode de régulation macro et qui doit, au stade de ses relations avec son écosystème, ses clients, ses partenaires, ses salariés, qui doit lui-même faire cet effort de privilégier une croissance durable versus sa création de valeur. Alors, je vais avancer un peu vers le comment maintenant. Et pour aller dans ce sens, je dirais que le point 1, c'est qu'on a la chance d'avoir à travers les ODD un méta-référentiel qui nous permet de caler la façon dont l'entreprise qui va contribuer plutôt à des impacts sur la ville ou à des impacts sur l'océan ou à des impacts sur la santé va être capable de calculer sa croissance durable versus ses impacts non durables et donc régler en conséquence dans son offre, dans sa gouvernance, dans ses process, son mode de fonctionnement. Au-delà du point 1, sur le point, nous allons aborder le point 2, c'est le défi actuel urgent, celui de la transformation des offres. Ça passe par une substitution de produits qui sont non durables parce que trop émetteurs d'impact ou des produits toxiques qui ont des conséquences sur l'épuisement des ressources, à des produits durables qui vont correspondre en termes de satisfaction collective et de préservation de la ressource à vraiment des standards qui sont aujourd'hui collectivement reconnus. Alors, le point 3 maintenant, vers lequel il faut aller, c'est celui de la vision holistique du système. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de gérer une entreprise avec un bas de bilan où on va croître d'année en année en termes d'augmentation de son cash flow ou de sa performance actionnariale, mais on va intégrer, on les liste à 10, il y a 10 paramètres fondamentaux, mais on va intégrer aujourd'hui un modèle qui va en fait viser à ce que on respecte la loyauté, c'est-à-dire qu'on est contributeur aux équipes fondamentaux, ce qu'on appelle un peu le modèle lead, donc elle, la loyauté, mais en visant à l'équité dans les conditions de production et de répartition de la valeur, en l'ouvrant à une accessibilité de plus en plus de personnes selon les besoins, qu'elles soient solvables ou non solvables, et enfin, dans une logique de découplage, c'est-à-dire de diminution de l'empreinte, et ceci mesuré en termes de rapport à la croissance. Donc, on a bien aujourd'hui les éléments théoriques, les éléments de mesure, de métrique et les éléments d'approche d'un modèle durable. C'est celui aujourd'hui qui accélère ce passage d'une RSE de bonne volonté à une durabilité nécessaire, qui va se faire par des transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui, pour lesquelles il y a des acteurs qui ont commencé d'avancer nettement. Et je dirais que si les transformations post-Covid vont faciliter les choses, je pense qu'il faut s'attacher à rentrer dans un dialogue très fort avec la finance durable, ce pourquoi tout à l'heure Anne-Catherine Husson-Traoré vous dira qu'il se passe des choses qui sont des ouvertures passionnantes dans ce champ. Donc on voit bien qu'on n'est pas là dans l'incantation. On a aujourd'hui fait une transformation entre le système de management et de gouvernance qu'on appliquait avant et celui qui va devoir s'appliquer, et une double reconnaissance. La reconnaissance par les acteurs publics ou les acteurs de l'investissement qui en ont pris conscience et œuvrent à cette transformation. Et puis, le plus important, vous le savez, aujourd'hui, on va le voir maintenant, c'est celui de l'accompagnement sociétal. C'est-à-dire qu'il se passe
de manière importante aujourd'hui une prise en charge au niveau des consommateurs pour partie, au niveau des régulateurs, au niveau des jeunes talents et au niveau des cadres de régulation qui disent il faut faire cette transformation-là. Alors, la question maintenant que la prise de conscience et que les outils sont là, va être pour les entreprises d'entrer dans des agendas, d'entrer dans des trajectoires et de se donner des rendez-vous en coopérant avec les différents acteurs pour atteindre les objectifs à des moments qui vont être des rendez-vous acceptables. Car en termes climatiques, en termes environnementaux, comme en termes sociaux, nous n'avons pas 30 ans, 40 ans, et ce n'est pas aux entreprises finalement de choisir l'agenda qui les arrange, c'est aux entreprises de convenir avec leurs parties prenantes du rythme et de l'intensité de la trajectoire qui est attendue. C'est ça la définition d'un modèle durable. Alors, je suis un optimiste puisqu'on a une société qui est aujourd'hui active et on a un milieu de l'investissement qui n'a jamais été aussi mobilisé. C'est la raison pour laquelle je vais passer maintenant la parole à Anne-Catherine Husson-Traoré qui va vous expliquer ce qui se passe vraiment sur le front de l'investissement et qui peut justifier que les entreprises aujourd'hui soient en état de résoudre ces questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Patrick, de toutes ces explications qui ont préparé la mienne, puisque effectivement, l'idée, c'est bien, on va faire un dernier sigle, on a la RSE du côté des entreprises, on a le SG pour environnement social et gouvernance du côté des investisseurs, qui, eux, prennent en compte c'est la façon dont ils analysent des entreprises pour savoir si oui ou non, ils les intègrent dans des portefeuilles qui sont aujourd'hui en volume extrêmement massif. Alors, pourquoi ils font ça? Et donc, ça peut se traduire dans, dernier sigle, dans ce qu'on appelle des portefeuilles ISR pour investissement socialement responsable. Ça a l'air jargonneux et technique. En fait, c'est finalement comment, dans le monde de la finance, on traduit le développement durable qu'a très bien décrit avec tous les enjeux extrêmement complexes qu'a très bien décrit Patrick, comment on en fait un concept de matérialité. Alors, c'est évidemment hérité de l'anglais. Matérialité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ça coûte combien? Vous savez bien qu'évidemment, les financiers s'intéressent beaucoup aux chiffres et jusqu'à maintenant, ils ont une focalisation très, très obsessionnelle sur l'EBITDA, qui est en fait un chiffre d'autant plus abstrait qu'il résume une toute petite partie de l'entreprise. Sa capacité à générer un profit nettoyé de toutes les externalités quelque part. Or, si on le nettoie de toutes les externalités, et c'est ce qui vient d'être expliqué, eh bien, en fait, on ne sait pas ce que vaut l'entreprise. On sait juste qu'elle a des bons chiffres. Donc, en fait, depuis 2015, il y a eu une fantastique accélération dans le monde de la finance du fait que si on ne réintègre pas dans les modèles d'analyse financière des fondamentaux comme le changement climatique, qui sont en fait des risques systémiques, mais aussi des problématiques de biodiversité, mais aussi des problématiques d'inégalité sociale qui sont par définition très difficiles à quantifier, peser, etc., on va avoir des tsunamis financiers, parce qu'en fait, Arnaud disait tout à l'heure, des pans entiers de l'économie vont s'effondrer à cause du Covid-19, c'est vrai, c'est jamais qu'un virus. Certes, méchant, mais enfin bon. Il y a des pans entiers d'économies qui ne sont plus jouables parce que le changement climatique est en train de transformer complètement des conditions de production, etc. Donc tout ça, cette espèce de grille de lecture, elle est aujourd'hui partagée par des très grands acteurs de la finance, puisque le moment où on a commencé à comprendre ça, c'était en mai 2015 à Paris, quand Henri Decastre a dit la compagnie AXA doit sortir du charbon. Alors au début, on se dit, mais pourquoi une compagnie d'assurance doit sortir du charbon? Elle n'en produit pas. Ça veut dire qu'en tant que financier, elle coupe ses financements, mais aussi parfois son système d'assurance de tous ceux qui tirent leurs revenus principalement du charbon. Et ça, c'est ce que le gourou de la finance verte a défini en septembre 2015. Il s'appelle Marc Carnet. Il était à cette époque-là président du Conseil de stabilité financière du G20 et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et c'est lui qui a théorisé ce que sont, dans un discours dont on va vous envoyer les liens, ce que sont les risques financiers d'un point de vue, pourquoi le changement climatique, c'est un risque financier. Il y a évidemment des risques matériels, physiques. Si les usines de production de médicaments qui sont toutes en Asie du Sud-Est sont submergées chaque année, on n'aura plus de médicaments. Il y a des risques effectivement de dévalorisation. On voit bien à quel point les compagnies pétrolières aujourd'hui ont chuté de façon spectaculaire en bourse, mais il y en a une autre. Patrick parlait de Facebook. Facebook a perdu 7 milliards, enfin, Mark Zuckerberg a perdu 7 milliards en un jour à cause d'un problématique de haters. Ça, c'est des problématiques ESG.
Donc, ce concept de matérialisation fait que ce sont des investisseurs de long terme, c'est-à-dire des fonds de pension, en France, des acteurs comme la Caisse des dépôts, mais aussi évidemment toutes les grandes banques, tous ceux qui ont un horizon financier à 1, 2, 3, 4, 5, 10 ou 20 ans. Ceux-là, aujourd'hui, ils ont pris le problème à bras-le-corps parce qu'ils les concernent tout à fait directement. Et ils le font à travers diverses techniques. L'une de celles-là, c'est l'engagement actionnarial. C'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour peser plus lourd, et donc particulièrement au travers de la coalition Climate Action 100+, où en fait tous les investisseurs qui en font partie pèsent sur les entreprises pour les obliger à réduire leurs émissions. Donc là, on a changé d'époque, c'est pas ce serait bien quand même que vous puissiez faire un effort, c'est vraiment on vous demande fermement de changer la trajectoire de votre entreprise en termes de réduction d'émissions. Alors ce mouvement-là, c'est totalement accéléré par à cause du Covid, parce qu'à l'échelle planétaire, c'est un accélérateur de compréhension de tout ce qu'on vient de vous expliquer. Et c'est pour ça aussi que dans le monde de la finance, on appelle de façon très insistante à une green recovery ou une relance verte. C'est des acteurs comme BNP Paribas, mais aussi d'autres qui ont soutenu l'alliance de Pascal Canfin au niveau européen pour porter une relance verte. Mais c'est aussi le NGFS, c'est quand même, le nom est intéressant, c'est le réseau des banques centrales pour le verdissement, le terme exact, du système financier. Pourquoi? Parce que si vous voyez, le résultat du Covid, c'est la conjugaison de plein de facteurs environnementaux qui sont tous des problèmes. Le changement climatique, mais l'antibiorésistance, mais la déforestation, mais le passage de virus aussi toxiques, entre guillemets, de l'animal à l'homme. Tout ça, ce cocktail-là, il fait que notre monde n'est pas soutenable. Et donc, s'il n'est pas soutenable, il faut du durable. Et donc, il faut de la sustainable finance, ce qui m'amène au point suivant. Sans doute. En fait, l'idée, sustainable finance, ah oui. Alors, peut-être juste une petite incidente en attendant, pour faire le lien entre entreprises et investisseurs. Comment la sustainable finance voit les entreprises? Elle les évalue sur quelque chose de très différent que la notation RSE, le reporting RSE, sur lequel les entreprises sont structurées et qui a donné ces espèces de schémas très intéressants mais très abstraits. Elle les évalue sur leur trajectoire et leur stratégie. C'est-à-dire concrètement, est-ce que la stratégie de l'entreprise est alignée sur l'accord de Paris? Est-ce que la stratégie de l'entreprise contribue à maximiser les impacts positifs de son activité qui peut l'amener à atteindre un certain nombre d'objectifs du développement durable? Ou est-ce qu'elle est, par son activité, en train de freiner leur atteinte? Et donc, on évalue, la dynamique, la trajectoire, et à l'aune de grands référentiels communs. Donc, on est bien, en général, et aujourd'hui, c'est ça le problème de la Sustainable Finance, c'est la faible disponibilité des data en provenance de l'entreprise qui sont en ligne avec ce que je viens de vous décrire. Et donc, comment l'Europe s'est organisée pour qu'il y ait une accélération sur la qualité de la data ou des données qui sortent des entreprises? Elle a, dès 2016, créé un groupe d'experts dont j'ai eu le grand honneur de faire partie pour, en gros, lui dessiner le système de la finance durable. On a publié un rapport début 2018 qui explique comment il faut bouger le paquebot finance pour qu'il puisse être en capacité de financer le modèle durable dont on vient de décrire les caractéristiques. Ce qui est absolument jamais vu à l'échelle de l'Union européenne. D'abord, on nous a laissé une capacité d'imagination et de travail tout à fait remarquable. Et je pense que le rapport que je vous encourage à lire décrit bien ça. Mais à peine quelques semaines plus tard, l'Europe, la DG Marché financier, a sorti un plan d'action. En juin, des réglementations. Et enfin, elle a créé dès 2018 un groupe technique d'experts pour mettre en application comme nous avions fait un rêve et le groupe technique a été chargé de lui donner une concrétisation. C'est quelque chose, encore une fois, qui n'a pas d'équivalent, qui montre bien la capacité de fédération et de bouleversement d'habitudes si bien ancrées que peut avoir la finance durable en particulier. Et il y a en tête que sur la Commission européenne, c'est bien la DG Marché financier qui a finalement impulsé toute une révolution de la stratégie de l'ensemble de la Commission. Et ça se traduit comment? Dès 2020, on a évidemment le Green Deal avec une nouvelle commission qui non seulement n'a pas freiné cette dynamique, mais l'a bien sûr portée plus loin, mais aussi on aura des nouvelles réglementations dès 2021. Et il y a en particulier, alors je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà entendu parler de la taxonomie, c'est en fait là aussi un rêve incroyable. C'est-à-dire, alors que au sein des pays européens, tous n'ont pas du tout le même degré de maturité sur la finance durable, l'Europe a choisi de se doter d'un langage commun, une taxonomie, un référentiel d'activité durable qui peut avoir l'air assez technique,
mais qui est en fait très concret et qui permettra dès 2021 que les entreprises reportent leur part verte, c'est-à-dire leur part d'activité en lien avec cette liste d'activités durables, que les financiers fassent la même chose, c'est-à-dire ils pourront expliquer quand ils disent aujourd'hui j'ai mis 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, il y a beaucoup de milliards au service de l'économie verte, sauf que la définition de l'économie verte, c'est eux qui la font. Aujourd'hui, ils seront obligés d'expliquer en quoi elle correspond bien à ce référentiel porté par la taxonomie. Et là, peut-être, il y a aussi des obligations. Donc, il y a aussi une refonte de la NFRD que vous connaissez sans doute plus, qui est la directive qui réglemente le reporting non financier, qui finira bien par être financier d'ailleurs. Donc, petit à petit, on est en train de transformer complètement le contexte de régulation de l'Europe avec une seule ambition, qui est bien, et c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran, la vision qu'ont aujourd'hui ceux qui font l'Europe en termes de régulation, c'est-à-dire non seulement la Commission, mais aussi le Parlement qui vient d'adopter massivement la taxonomie, c'est-à-dire que c'est un outil mis au service, certes des financiers, mais surtout des entreprises et surtout l'objectif, c'est bien de faire converger enfin deux droites parallèles jusqu'à maintenant, que sont la RSE d'un côté et l'ISR de l'autre, avec un langage commun qui est l'ESG, puisqu'on a tous le même objectif théoriquement, c'est bien l'atténuation du changement climatique, mais aussi l'adaptation, la préservation des ressources naturelles et évidemment la stabilité sociale et la réduction des inégalités que va malheureusement creuser la crise sociale dans laquelle on est. Donc c'est cette espèce de lecture globale qu'apporte le développement durable, qu'apporte aujourd'hui cette terminologie Sustainable Finance. Peut-être pour conclure, juste une idée. Sustainable Finance, c'est un terme que j'avais cherché sur Google au moment où on a été sélectionné dans le groupe d'experts, c'est-à-dire début 2017. Il y avait quelques occurrences. Et aujourd'hui, c'est un phénomène planétaire. Le rapport, il a été copié, récupéré au Canada, au Japon, en Australie et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, il y a vraiment un élan politique au sens noble du terme autour de la Sustainable Finance. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Anne-Catherine. Je vais prendre le relais donc, sur cette dernière question du comment. On le voit, vous l'avez clairement dit, Patrick, les aspects politiques, les acteurs politiques, la société civile sont en train de pousser fortement. Les investisseurs prennent le relais pour challenger la résilience des modèles et encourager la durabilité dans les entreprises. Donc, comment fait-on concrètement? Je vais illustrer sur le cas de Accor par rapport à une discussion qui intervient aujourd'hui sur une feuille de route qui pourrait conduire Accor à devenir une entreprise à mission dans un horizon de temps assez court. Et donc, concrètement, structurellement, que faut-il changer dans une entreprise comme la nôtre pour s'inscrire dans ce modèle durable qu'a décrit Patrick? Alors, je schématise ici de façon très grossière ce qu'est le fonctionnement d'une entreprise. Il ne s'agit pas de tergiverser. On le voit, une entreprise qui baigne dans ses parties prenantes et avec aujourd'hui un focus très, très fortement porté sur la satisfaction des actionnaires et la génération de profits. Mais un modèle qui, on l'a vu, fait apparaître au moins deux dysfonctionnements, deux déséquilibres. Ces fameuses externalités que j'ai repointées en rouge, qui deviennent insupportables parce que trop fortes et surtout invisibles dans les états financiers, dans les états comptables de l'entreprise. Et ce profit qui est mal réparti, qui est préempté par les actionnaires et qui n'irrigue pas les autres parties prenantes et qui génère notamment les conflits sociaux larvés qu'on reconnaît. Et fondamentalement, ce que ça reflète, c'est un déséquilibre dans l'attention portée aux différentes parties prenantes de l'entreprise qui sont aujourd'hui trop focalisées sur les seuls actionnaires. Alors, une fois qu'on a identifié ces déséquilibres, qu'est-ce qu'il s'agit de changer? Eh bien, c'est de procéder à un rééquilibrage. Et le rééquilibrage, c'est d'introduire une nouvelle dimension dans le fonctionnement des entreprises, une dimension qui est portée par ces sujets environnementaux, sociaux, sociétaux, à travers l'introduction de cette raison d'être, dont on a largement parlé autour de la loi Pacte, qui est simplement la réponse à la question à quoi sert l'entreprise? Quelle est son utilité? Et la réponse ne peut pas être simplement d'apporter du profit pour l'actionnaire, ça doit répondre à un objectif supérieur. Une fois cette raison d'être définie, c'est une question qu'on est en train de se poser pour Accor, et on voit qu'on a la chance d'être dans un secteur d'activité avec ce mot très fort d'hospitalité qui véhicule un très fort apport social, individuel et collectif en termes de contribution à la société. Il va s'agir aussi de reconnaître que de facto,
La finalité d'entreprise est double désormais. On garde la nécessité de créer du profit puisque le profit est la condition de pérennité de l'entreprise et permet son fonctionnement dans la durée, même si ça soulève la question de la juste rémunération du profit, le juste profit qu'il s'agit d'évoquer frontalement, mais également reconnaître que l'entreprise doit désormais être un acteur contributif au bien commun à travers la mission qu'elle s'est fixée dans sa raison d'être, et que cette contribution doit non seulement être mesurée, mais doit être agrandie autant que faire se peut. Et la question centrale, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire, dans cette boîte grise que j'ai représentée qui est l'entreprise, et comment fait-on, une fois qu'on a posé le schéma, pour procéder à cet alignement et la reconnaissance autour de la raison d'être, ce qui est probablement quelque chose que beaucoup des entreprises qui ont déjà fixé une raison d'être au sein du CAC 40 n'ont pas fait suffisamment. Et il s'agit vraiment de rentrer dans la mécanique et de déstructurer toute entreprise et de voir quels sont les ajustements apportés. Donc, c'est précisément ce qu'on va observer aujourd'hui et maintenant. Donc, dans le cadre de l'accord, j'ai proposé une feuille de route qui articule la démarche autour de 4 grands leviers, 4 étapes. Le premier, je l'ai qualifié de pacte d'entreprise. Donc, le pacte d'entreprise, en creux, porte 2 enjeux clés. L'enjeu de gouvernance, d'une part, et l'enjeu de la répartition de la valeur créée. Ce qui va préalablement devoir être fait dans toute entreprise, c'est de faire tourner des modèles pour voir quels sont les coûts qui vont être nécessaires pour aligner l'entreprise avec cette raison d'être. Éventuellement, quels sont les coûts qui sont nécessaires pour réduire les externalités environnementales, j'y reviendrai concrètement après. Éventuellement, quels sont les bénéfices que vont porter les offres nouvelles que l'entreprise va pouvoir créer autour de sa raison d'être. Et de facto, identifier quelles sont les marges de manœuvre financière dont elle a besoin pour réaliser cette transition et détenant ces informations, de voir quel est l'impact que ça peut générer sur le retour d'investissement qu'elle peut conférer aux actionnaires. Et fort de ces informations, l'entreprise va devoir renégocier un pacte actionnarial, donc retourner voir avec ses actionnaires, et ce ne sera pas une démarche facile, avec un deal très simple de dire, voilà, j'ai besoin de modifier mon modèle. Ce que ça va vous apporter, c'est plus de résilience, c'est la garantie d'une croissance dans la durée et la pérennité de l'entreprise. Mais j'ai besoin de marge de manœuvre, j'ai besoin de relâcher du lest financier, et ça se traduit par des retours sur investissement inférieurs dans une période de temps qu'on va convenir ensemble. C'est une décision qui va être extrêmement difficile. Alors certains arrivent à la faire sans impacter les dividendes ou le retour aux actionnaires. C'est le cas d'entreprises comme Danone, L'Oréal, qui ont anticipé, qui l'ont mis en œuvre depuis des années. Dans le cas de Accor, ce sera probablement beaucoup plus difficile parce que aujourd'hui, l'entreprise génère, en tout cas, fait face à des attentes très très fortes en termes de rémunération de l'actionnaire. Et donc, ça va être une démarche de fond, mais qui va être mise en exergue par rapport à effectivement cette résilience d'entreprise. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le panorama du monde financier va nous aider. Ce que disait très bien Anne-Catherine, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'investisseurs, notamment institutionnels et long terme, qui vont porter ce fer de lance ESG et qui vont proposer des fonds et des investissements qui vont permettre aux entreprises de mettre un curseur beaucoup plus important sur ces dimensions environnementales et sociales. Et de facto, l'entreprise va devoir se poser la question de son tour de table actionnarial. Donc, c'est une démarche qu'elle va devoir accompagner, de se dire, il faut que je rééquilibre le rapport de force au sein de mon tour de table et au sein de mon board, entre des acteurs qui vont attendre un profit très fort et des acteurs qui vont être probablement plus à cheval sur les critères ESG. Et puis, pourquoi pas faire entrer un nouveau champ d'acteurs qui sont d'une part les employés, et il va falloir probablement renforcer l'actionnariat employé pour avoir une vraie voix et une vraie capacité d'influence de la stratégie de l'entreprise au bénéfice des collaborateurs. Et dans le cadre de Accor, on a une autre entité qui est extrêmement importante, c'est nos propriétaires. Les hôtels ne nous appartiennent pas, ils sont détenus par des tiers et le fonds de commerce est détenu par ces tiers. Et ce sont des tiers qui n'ont pas voix au chapitre aujourd'hui dans la définition de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est des gens qu'il va falloir inviter et trouver des mécanismes pour leur permettre de s'exprimer et pourquoi pas prendre des parts dans l'actionnariat de Accor. Un autre sujet clé, c'est la gouvernance. Il va falloir absolument trouver des rééquilibrages pour faire exprimer des voix qui ne sont pas que des voix financières à tous les niveaux et dans toutes les instances. On a parlé du board, c'est la même chose au comité exécutif. Il faut absolument introduire un Chief Mission Officer, ou quel que soit son nom, pour défendre les sujets qui ne sont pas financiers et que cette personne soit en mesure d'influencer les décisions de l'entreprise. Et il faut aussi fortement considérer la possibilité d'avoir des comités de parties prenantes
pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, ces voix qui sont les porte-voix des consommateurs, des collaborateurs, de la société civile, de la planète, à travers des associations, ne sont tout simplement pas présentes dans le débat de l'entreprise. Et donc, ces personnes ont le rôle de gratte-poil, de garantir que ces questions-là sont portées à la connaissance du comité exécutif et sont appréciées à leur juste valeur. Deuxième étape, c'est la question du modèle économique. Donc, c'est la question de la création de valeur, cette fois-ci, qui est centrale, avec deux aspects. Un aspect très pratico-pratique, c'est qu'il va falloir revoir tous les processus en profondeur dans tous les départements d'entreprise pour voir ce que veut dire d'avoir un mode dual qui génère à la fois de la création de profit et de la création de contributions au bien commun dans tous les métiers, donc le marketing, les achats, la RH, etc. Un mot sur le marketing, qui est une fonction qui va devoir se révolutionner. Elle va devoir réaliser aussi des offres et des missions, des marques à raison d'être. Donc, il va falloir qu'elle revoie tout son portefeuille d'offres pour déterminer ce qu'est une offre et une marque à raison d'être. Il va falloir qu'elle s'assure que les produits sont compatibles avec cette raison d'être et toute la démarche que l'entreprise va faire de son côté. Et il va falloir qu'elle révolutionne sa communication, ce qu'on commence à percevoir chez Accor, c'est-à-dire que vendre le tourisme de masse quand on a un acteur du tourisme, c'est voué à l'échec. Il va falloir révolutionner les codes, révolutionner les imaginaires collectifs qu'on utilise dans l'imagerie du voyage à l'autre bout du monde sur des plages immaculées. Ce sont désormais d'autres codes qu'il va falloir véhiculer pour s'inscrire dans cette raison d'être et promouvoir un tourisme probablement plus local, plus raisonnable, plus slow, comme on pourrait qualifier. Et puis l'autre partie dans le portefeuille d'offres, c'est qu'il va falloir étudier quels sont les éléments constitutifs de ce portefeuille d'offres, avec probablement des éléments qui vont devoir s'arrêter. Alors, on a la chance chez Accor de ne pas forcément avoir beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles ni avec la raison d'être, ni avec les contraintes sociales et environnementales externes. On aura probablement quelques hôtels à fermer qui sont trop exposés au changement climatique ou des activités qui sont trop gourmandes en ressources naturelles. Je pense à certains golfs ou certains centres aquatiques. Ce sera probablement très différent dans nos entreprises, l'oil and gas ou les constructeurs automobiles. À l'extrême opposé, on peut se poser la question d'avoir à l'inverse des opportunités de nouveaux business, ce qu'on qualifie de social business, qui sont des business qui sont aujourd'hui pas considérées suffisamment par les entreprises parce que pas assez génératrices de profit, mais dans une nouvelle perspective de trouver la balance entre du profit et de la contribution au bien commun, ce champ-là d'activité va se révéler extrêmement intéressant. À charge à l'entreprise d'assurer un équilibrage entre ces activités très rémunératrices et moins rémunératrices, mais qui assure au final cette contribution au bien commun de façon démultipliée. Et pour Accor, encore une fois, on est face à un boulevard. On a cette capacité d'hybrider nos hôtels pour sortir de la seule valeur apportée aux voyageurs et proposer du coworking, du co-living, des offres de logements sociaux, ou toute autre modalité d'action qui permettrait de renforcer notre raison d'être, qui est une attention aux autres et la capacité de passer des bons moments, de créer du ciment social, etc. Et enfin, restera toutes les offres qu'il s'agira d'aligner, avec notamment cette perspective qui est la troisième étape, qui est d'effacer les externalités. Et ça, je dois reconnaître que L'Oréal, Patrick en parlait, a sorti un programme la semaine dernière qui est remarquable. L'Oréal est probablement des premières entreprises en France qui définit dans le détail et par le menu exactement toutes les étapes pour effacer totalement ces externalités environnementales et sociales. Au niveau environnemental, c'est un alignement complet par rapport aux limites planétaires, cette science qui existe désormais, qui dit ce qu'il faut faire sur toutes les dimensions environnementales. Alors, on connaît très bien les Science-Based Targets pour le carbone, mais désormais, on peut le faire sur la biodiversité, sur l'eau, etc. Et il s'agit de le faire non seulement sur ses propres activités, mais sur sa chaîne de valeur complète. Accor, on sait, on doit arriver en neutralité carbone en 2050, on doit réduire de moitié notre empreinte carbone en 2030. C'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La même chose sur des autres thématiques environnementales. Et au niveau des externalités sociales, là, c'est un peu plus sioux, mais il s'agit d'une part d'avoir un niveau d'application extrêmement strict de toutes les contraintes sociales à travers le monde, à la fois encore dans ses propres activités, mais dans sa chaîne de valeur, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit les sujets de santé et sécurité au travail, que ce soit toutes les considérations d'atteinte à l'individu. Et également se poser la question du travail décent et du salaire décent. Encore une fois, quelque chose que L'Oréal a abordé en annonçant qu'il garantirait un salaire décent dans toute leur chaîne de valeur, y compris dans tous leurs sous-traitants. Et au final, le dernier axe, c'est du changement. On le voit, tous ces changements sont extrêmement profonds, donc il va falloir des plans d'adaptation dans l'entreprise, à commencer par la formation.
dont on voit, et je pense que ni Patrick ni Anne-Catherine ne me contrediront, on a aujourd'hui des personnes dans l'entreprise, notamment au niveau des strates dirigeantes et des conseils d'administration, qui ne sont pas suffisamment acculturés à ces sujets-là, qui ne les maîtrisent pas suffisamment, et donc ils ne peuvent pas prendre de décisions suffisamment éclairées aujourd'hui pour basculer dans ces nouveaux modèles. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. Je vous propose maintenant probablement de prendre quelques questions. Alors, je vais balayer les premières questions que j'ai pu voir. Pardon. Alors, la boîte est toute petite. Voilà. Et je vous encourage à continuer à poser les questions que vous pourriez avoir. Alors, je vais commencer par quelques questions que je vois sous les yeux. Alors oui, alors, vous aurez la possibilité d'avoir les questions et les slides juste après. Alors, je découvre les questions. Plusieurs questions, je pense, pour vous, Anne-Catherine. Est-ce que la taxonomie est bien sur la base des ODD et comment ces ambitions s'appliquent aux PME? Peut-être que Patrick, vous pourrez répondre sur cette deuxième question. Alors, sur la taxonomie pas sur la taxonomie au PME. La taxonomie, en fait, c'est un référentiel dont la première étape qui concerne le changement climatique a été mise en place dès maintenant, mais c'est quelque chose qui petit à petit doit s'enrichir. Donc ensuite, on doit aller vers la biodiversité. L'idée, c'est bien, il y a une nouvelle organisation qui va se mettre en place à l'automne qui s'appelle la plateforme de la finance durable que crée la Commission pour justement préparer les prochaines étapes. Et donc là où je voulais en venir, c'est que en gros, si on reprend l'année 2017, qui est un peu la genèse de tout ça, au début, on était finance-climat, parce que finalement, c'est là où les choses sont le mieux organisées. Mais petit à petit, il a été très vite clair qu'on ne pouvait pas se limiter à ça et qu'aujourd'hui, on est obligé de penser global. Et c'est pour ça que c'est très important. Le Covid n'est pas en soi, ne résume pas le problème. En revanche, il montre bien comment toutes les crises convergent. Celle du changement climatique, la menace et les pertes de biodiversité, mais aussi les crises sociales. Et aujourd'hui, c'est exactement, non seulement je ne contredis pas, mais je souligne ce que vient de dire Arnaud, c'est que l'un de nos grands problèmes, c'est qu'on a des dirigeants, à la fois politiques, économiques, etc., qui n'ont pas cette grille de lecture, pour qui on a un problème potentiel dans tel pays ou à tel endroit, mais qui n'ont pas l'idée qu'il y a une vision globale dans laquelle ils opèrent, qui est en train de changer complètement, et où les crises se combinent pour être plus graves que prévu. Donc, pour en revenir au cadre des ODD, c'est qu'ils ont le mérite de poser un cadre et un objectif qui va être très, très difficile à atteindre puisqu'il est en 2030. Et la taxonomie s'inscrit bien dans ce cadre. En revanche, ce qui est le chantier à ouvrir et qui est encore très balbutiant, c'est les indicateurs d'impact, c'est-à-dire le type d'outils homogènes où on peut mesurer la performance des entreprises, celle des portefeuilles d'investissement, sur des critères qui sont les mêmes en termes de contribution au changement climatique ou de réduction de la contribution, en termes de préservation de la biodiversité, etc. Aujourd'hui, on a un big data sur ces sujets-là parce que chaque entreprise a défini ses propres règles. C'est vraiment tout l'enjeu des prochaines régulations, dont la taxonomie, dont la directive non-financial, c'est qu'au moins en Europe, on ait un système homogène de capacité à reporter sur où on est sur ces trajectoires. Merci, Ken. Alors, Patrick, on a plusieurs questions sur les PME. Comment s'appliquent ces ambitions et ces démarches aux PME? C'est important dans ce qu'a dit Anne-Catherine de savoir que la réflexion a commencé aussi sur une taxonomie sociale et que la réflexion et que les deux vont se rejoindre probablement. C'est pas pareil, mais on fera en sorte que là, vraiment, la convergence sociale et environnementale se fasse. En tout cas, elle est présente dans les esprits. Les PME posent une difficulté aujourd'hui qui est celle de l'extrême confusion et de l'extrême dispersion des approches du sujet PME, alors qu'on voit que dans la partie de la grande entreprise, il y a eu un travail de convergence qui a essayé de se faire mondialement. Dans les PME, ça pullule et chacun y va de son approche, qui plus est en fonction des secteurs. Le travail en cours, qui est probablement encore un peu long à se faire, est une réflexion à travers une sorte d'approche universelle des quelques critères simples qui définissent la Sustainable SMEs. Ça y est, je pense que beaucoup d'acteurs partagent la nécessité d'aller vers ça. Il y a des discussions, CDE, Global Compact, il y a beaucoup de gens qui
en train de mettre en commun et on peut dire que, bon, si on a mis 10-15 ans à faire des référentiels et des démarches dans la RSE, je pense que dans la sustainability, j'en prends l'exemple sur le travail d'Anne-Catherine et de la finance. En 2-3 ans, je trouve qu'aujourd'hui, on va commencer à délivrer les choses parce qu'on a de l'expertise. Donc, sur les référentiels simplifiés d'approche de la durabilité au PME, moi, j'ai l'espoir que ça se clarifie assez vite. D'accord. Alors, je vais vous demander de faire des réponses courtes parce qu'on a… Et puis, on a peut-être… Oui. Alors, celle-ci est intéressante. Comment… Non, je disais juste que dans les cahiers des charges des donneurs d'ordre, il y a aussi très vite des choses qui vont changer et qui vont impacter les PME. Ce que vous décriviez, Arnaud, va s'appliquer pour les PME très rapidement dans des cahiers des charges qui vont changer de nature. Oui, donc, dans les appels d'offres, etc. Pardon. Pardon. Alors, cette question plutôt pour les grands groupes, je pense, mais comment convaincre le top management de basculer vers une entreprise durable? En quelques mots, à la fois Anne-Catherine et Patrick. Oui. Je pense que là où la finance durable joue un très grand rôle, c'est que ça permet d'expliquer que, d'abord, il faut sortir de l'idée que c'est une idéologie et que ça veut dire voter vert ou écologiste ou voter autre chose. Il faut vraiment être sur la logique de, c'est des modèles économiques, les modèles économiques durables, à tous les sens du terme, sont les seuls qui sont résilients. Et en fait, l'un des éléments qui emporte la conviction, c'est souvent d'expliquer, et ça, vous avez aujourd'hui des investisseurs de toute taille et de toute, et surtout les plus grands, qui ont cette conviction profonde. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont réduire leur exposition aux entreprises qui n'ont aucune stratégie durable. Et d'ailleurs, petit à petit, c'est pas si sûr que ça peut être très brutal. Et en revanche, ils vont chercher de plus en plus, surtout en période de crise, les entreprises qui, elles, seront durables et au capital duquel ils vont rester. Donc, c'est aujourd'hui même pas une question idéologique et surtout pas une question idéologique, c'est une question de compréhension de la solidité de business model. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, toutes les banques centrales qui font partie du réseau dont je parlais s'organisent pour faire des stress tests climat et bientôt plus large que ça pour mesurer la résilience des entreprises à l'aune de paramètres environnementaux ou sociaux. Une phrase, Anne-Catherine a tout dit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pression avec le dialogue actionnarial, qui est, à mon avis, la meilleure pression sur les boards et sur les gouvernances aujourd'hui. Ce dialogue actionnarial, regardez chez Total, après la résolution qui a été faite par BNP, Crédit Mutuel, Mescart, etc., une stratégie de dialogue actionnarial est engagée sur ces bases avec Total. Et donc, c'est là que la pression va pouvoir faire émerger des compromis de progrès. D'accord. Alors justement, ça répond à une question qui est posée, qui est qui va s'assurer du contrôle de la réelle application des grands principes du changement et de cette durabilité d'après vous? La société. C'est la société, c'est les parties prenantes. Aujourd'hui, il y a des épargnants qui n'accepteront plus que leur argent soit mis dans des entreprises qui sont carbonées ou qui ne font pas d'efforts. Il y a des consommateurs qui ne suivent plus certaines offres et qui vont regarder qui est derrière et qui veulent des réassurances. Aujourd'hui, c'est la société qui s'est emparée du sujet. Et c'est elle qui va faire le tri entre les acteurs qui sont dans la ligne qu'ils attendent et ceux qui vont être chassés pour des raisons inverses. Ce qui est très important, c'est qu'on, peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Patrick, on est dans une société horizontale en réseau et planétaire. Alors, c'est valable pour le Covid qui a envahi la planète très rapidement, mais qui touche d'ailleurs aussi bien des gens riches et célèbres que des gens très pauvres et malheureux. La question, c'est vraiment aujourd'hui, on a des phénomènes de pression, c'est comme les plaques tectoniques en fait, et c'est comprendre le monde dans lequel on arrive sur, à certains moments, certains ont des moyens de pression plus puissants que les autres. Par exemple, dans une phase où la consommation est par terre, la relance de la consommation passe par le choix de ceux qui pourront consommer vers des modèles durables. Et ça s'est fait en quelques mois. Et donc, ceux qui n'ont pas préparé les produits, ils n'ont plus d'offres adaptées à la demande. Et c'est le drame aujourd'hui, par exemple, pour H&M, Zara ou d'autres acteurs de ce type-là, qui ne se sont pas assez vite préparés à des changements de consommation. C'est valable pour les voitures, c'est valable pour beaucoup de secteurs. Si la rapidité d'exécution de la transformation du modèle va être la clé du succès pour nous. Alors, j'ai d'autres questions là qui sont sur la comptabilisation des bénéfices non financiers. Donc, est-ce qu'il faut aller vers une comptabilité en triple capital? Comment mesure-t-on la performance d'une entreprise durable au-delà de sa création de valeur économique?
On a des indicateurs aujourd'hui. On a des indicateurs non financiers. Il suffirait de le vouloir. La mission qui a été confiée au président de l'ANC en France essaie de faire cette articulation avec la comptabilité, mais elle est évidemment sur le plan institutionnel et international complexe. Mais il n'y a pas de difficulté aujourd'hui pour une entreprise à se donner un prix interne du carbone, à pouvoir même le mettre à un niveau élevé, à pouvoir afficher, comme le fait Kering aujourd'hui, un IPNL qui donne sa dette environnementale. On peut tout à fait aujourd'hui ajouter les bits dont parlait Catherine, des indicateurs qui sont sérieux, qui sont solides. Simplement, c'est une mécanique là qu'il va falloir convenir avec d'un côté les financeurs, de l'autre les émetteurs. Mais on n'est pas loin d'avoir aujourd'hui une métrique extra-financière simplifiée au-delà de toute la mécanique du reporting qui fonctionne. Il faudrait que simplement les coalitions se penchent là-dessus. Et les banques. Et en partie. Pour compléter, c'est vrai que les principaux freins sont finalement la façon dont on a tout fait aujourd'hui en silo. C'est-à-dire, il y a le silo, il y a le directeur financier ou la directrice, on ne sait jamais, finance qui s'occupe des chiffres, il y a Arnaud Herman qui s'occupe du développement durable, je ne sais pas qui sur les RH, etc. Et l'idée qu'on peut, on doit bien piloter une entreprise avec tous ces éléments-là fédérés dans un seul, c'était ce que voulait aussi la notion de reporting intégré. Ça, pour l'instant, on a beaucoup de mal parce que beaucoup de dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques, ne comprennent pas cette façon de raisonner et qui, en disant que leur façon de construire un reporting d'entreprise, c'est je dois publier mes chiffres trimestriels, je dois publier telle ou telle donnée si on est aux ressources humaines. L'idée, c'est effectivement en quoi on évalue et on mesure la contribution de l'entreprise de façon plus globale. Ça veut dire changer de logiciel, en fait. Et ceux qui sont dans le digital savent très bien que ça n'a rien de très simple de passer au 3.0 du développement durable. Alors justement, une dernière question et je m'excuse pour toutes les autres personnes qui ont posé énormément de questions dont on ne pourra pas apporter de réponse maintenant. Cette question est justement sur si on devait deviner l'avenir, l'horizon de temps, donc combien de temps ça va prendre d'assurer cette transition. Alors je vais peut-être commencer par répondre sur un cas précis d'entreprise et puis je laisserai peut-être vous continuer sur comment vous voyez la vitesse de transformation tant dans le monde financier que dans le monde économique. Sur Accor, les horizons de temps qu'on se fixe, c'est on se donne 1 an pour préparer une feuille de route sur être capable de faire voter un principe d'entreprise à mission lors de la prochaine Assemblée générale. Et après, c'est une transformation qui prendra entre 3 et 5 ans pour aller au fond des choses et vraiment basculer sur ce modèle d'entreprise durable. Anne-Catherine, d'après vous, la vitesse de transformation du modèle… Pour laisser Anne-Catherine terminer. Je vais devoir vous laisser ensuite. Simplement, juste pour dire là-dessus, avant le Covid-19, je vous aurais dit peut-être 5 ou 10 ans. Après le Covid-19, la plupart des entreprises n'ont pas le temps qu'elles espéreraient pouvoir avoir, vu l'ampleur de la transformation, mais que ce soit dans les sujets de consommation, de produits de grande consommation, qui vont aller très très vite, parce que pour relancer la consommation, il va falloir changer l'offre et c'est extrêmement complexe, mais il va falloir aller très vite. C'est particulièrement vrai pour le secteur automobile. D'un côté, vous avez près de 400 000 voitures thermiques sur les parkings des concessionnaires et de l'autre, vous avez une queue interminable devant ceux qui proposent des voitures hybrides qui ont 18 mois d'attente. Cherchez l'erreur. Très bien, écoutez, merci beaucoup Anne-Catherine, merci Patrick. Je crois qu'il faut qu'on aille vers la conclusion. On a déjà un petit peu débordé. Je vais juste en 2 mots essayer de donner une perspective. Donc, indéniablement, donc cette question de l'intégration de la durabilité dans les entreprises, probablement la réponse est connue. Hein, on va aller dans cette direction. Enfin, je pense que les forces en présence et la trajectoire qu'on a dessinée pendant cette période de Covid se fera sans retour possible. La vraie question est plutôt celle de la vitesse. C'était cette dernière question justement posée par une personne dans le webinaire. Quelle sera la vitesse de la transformation, sachant que nous n'avons plus vraiment le choix et les contraintes sociales et environnementales se font de plus en plus fortes. Sachant qu'on va au-devant de challenges très très lourds à relever. On le voit, la profondeur requise par cette transformation est inédite et on a beaucoup parlé de la révolution digitale, mais la révolution durable sera beaucoup plus profonde parce qu'elle remet fondamentalement en cause le modèle même de fonctionnement de l'entreprise. On le voit, même si c'est en train d'évoluer, il y a encore beaucoup d'outils, de méthodes qui restent à créer, même si, et Anne-Catherine l'a très justement dit, au niveau de la finance, au niveau politique, les choses avancent beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait pu l'envisager. Mais le vrai challenge,
ça va être celui d'assurer cette transformation au moment même où nos sociétés et nos économies traversent la crise la plus profonde depuis probablement plus d'un siècle. Et donc, il va falloir être capable d'affronter à la fois la relance de l'activité, le maintien de l'emploi et l'investissement dans une nouvelle direction, dans un nouvel axe de durabilité. Indéniablement, et ça je pense que ça a été martelé pendant cette intervention, les contre-pouvoirs qui jusqu'à présent n'étaient pas suffisamment exprimés autour de l'entreprise sont revigorés par cette période de Covid. Et les planètes s'alignent indéniablement entre le politique qui reprend l'initiative, en particulier en Europe qui se veut leader de ces questions-là, le consommateur, le citoyen qui très clairement affirme un désir de nouvelle société, et je renvoie aux travaux de la Convention citoyenne qui probablement sont une ébauche de ce que pourrait être une attente répercutée auprès des politiques. Et puis ce monde de l'investissement qui a pris conscience des limites des modèles économiques, notamment en matière de résilience, et qui va vouloir probablement accélérer sur ce fameux ESG. Donc les prochains mois seront indéniablement décisifs pour voir quelles seront la suite de l'histoire. Mais il ne me reste pas moins, et ce sera très peu subtil de ma part, mais souligner à quel point les enjeux de formation sont clés dans cette période auquel nous allons être confrontés. Nous l'avons dit, ça devra s'appuyer sur les forces vives de l'entreprise à tous les niveaux, et la formation, la compréhension de ces enjeux est déterminante. Alors ça tombe bien, vous avez des acteurs autour de ce webinaire qui sont présents, Centrale Supélec et Coller, même Novetic, qui dispensent des formations. Là, vous avez tout un portefeuille de formations qui est proposé, que ce soit en présentiel avec les Masterclass 21 qui proposent tout le cursus pour comprendre tous les modèles et les contextes autour de la durabilité. Son pendant purement digital, DigiLearn, qui permet aussi de le déployer de façon plus souple, et la possibilité de réaliser ces formations aussi bien à titre individuel que dans le cadre d'une entreprise en intra, avec un accompagnement sur mesure. Voilà, écoutez, je vous remercie vivement pour votre participation, le dynamisme des questions, et puis nous nous tenons à votre disposition et nous vous transmettrons bien évidemment les transparents de cette session. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci Anne-Catherine. De rien.